Et notre invité sur ce plateau, Jean Bévalet, consultant en risque sécurité. Bonjour, merci Bonjour. d'être venu tôt ce matin. Comment est-ce qu'on explique que cet homme, ce terroriste présumé Yacine Sali, fiché pour radicalisation, arrive jusqu'au bout du processus et à commettre un attentat? Écoutez, ce qu'on peut expliquer, c'est qu'effectivement, il avait été identifié par les services de police Dès 2006, hein. dès 2006. On a identifié sa radicalisation, mais on est dans un état de droit. C'est-à-dire qu'effectivement, alors on parle beaucoup de la fameuse fiche S, hein, S comme sûreté de l'État, mais à partir du moment où l'individu ne se fait pas remarquer dans un comportement spécifique, eh bien, nos services passent à autre chose, passent à quelqu'un d'autre. Mais ça veut dire qu'il y en a des milliers actuellement en France, des Yacine Sali? Ah, il y en a certainement quelques centaines et quelques dizaines qui sont capables de passer à l'acte, oui, tout à fait. Parce que des salafistes, il y en a beaucoup, hein. Alors des salafistes, il y en a beaucoup. Vous avez 90 cultes reconnus comme Ah cultes oui, rien que des salafistes, cultes. voilà, sur les 2500 cultes musulmans. Donc ça veut dire que forcément, à l'intérieur, vous en avez une partie qui sont prêts à être jusqu'au boutiste. Mais alors, des hommes comme Yacine Sali qui font profil bas, qui n'ont pas de casier judiciaire, comment on les repère? Si en plus ils sont nombreux, comment est-ce que la police peut faire son travail? Alors, on ne peut les repérer qu'au travers de comportements spécifiques. C'est-à-dire que si on a un doute, les services vont commencer à sonoriser éventuellement leur domicile, leur voiture, leur téléphone, suivre leurs déplacements, notamment à l'étranger. Mais après, encore une fois, faut-il qu'il y ait un acte majeur, un acte important pour passer à l'étape déclencheur. supérieure. Il faut un déclencheur. Ouais. Alors le déclencheur, notamment, c'est les voyages à l'étranger. C'est pour ça que lorsqu'ils rentrent de Syrie, d'Irak, etc., ils sont interpellés. 200 Français sont rentrés, Quand on le sait, hein. quand on le sait, bien sûr. Mais à titre d'exemple, 200 Français aujourd'hui sont rentrés de ces zones de combat. 80% sont mis en prison, ça fait 160. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il en reste une quarantaine Dans la nature. dans la nature. Ah oui. Et Yacine Saleh, on sait qu'il avait des périodes d'absence de plusieurs mois, un mois, 2 mois. On sait s'il a fait le voyage, le djihad en Syrie, en Alors, Irak. on sait qu'il s'est déplacé à plusieurs reprises. Maintenant, difficile d'affirmer qu'il s'est rendu sur des zones combattantes. Mais alors, pour lutter contre ce type de radicaux qu'on n'arrive pas à tracer jusqu'au bout, il faut quoi? Il faut plus de moyens? Concrètement, qu'est-ce qui peut être fait? Bien, assurément, il y a déjà une question de moyens. On dit qu'il faut entre 8 et 20 policiers pour suivre un individu. Moi, je dis il en faut assurément 8. Je vous disais à l'instant 40 personnes dans la nature, 4 x 8, 32. Regardez, ça fait déjà 320 policiers éventuellement pour ne suivre que ces 40-là. C'est-à-dire qu'on est dans un besoin exponentiel de moyens humains. Et on n'est notamment. pas la NSA ou la CIA. Et on n'est pas la NSA ou la CIA. Ouais. Il y a ce symbole terrible, la décapitation, pour la première fois en France. Ça signifie quoi, ce symbole? C'est un signe à l'intention d'autres terroristes potentiels? C'est qu'on peut aller jusque-là? Alors, c'est un signe destiné à plusieurs cibles. D'abord, pour nous, occidentaux, c'est une image d'horreur, d'effroi, c'est de la terreur, c'est du traumatisme. Hein, c'est la décapitation, on est dans l'horreur absolue. C'est aussi expliquer aux Occidentaux, dire, regardez ce qu'on est capable de faire en Irak, en Syrie, en Afghanistan. Aujourd'hui, on est capable de le faire sur votre sol, sur le territoire national. Et bien évidemment, c'est un message à tous les autres fondamentalistes qui sont prêts à passer à l'acte en disant bah, regardez, si je l'ai fait, vous pouvez le faire. N'oublions pas qu'il y a quelques semaines, Daesh stigmatisait et ciblait les Américains et les Français, très important, comme des mécréants, comme des gens à tuer en disant quel que soit le moyen que vous avez sous la main, arme à feu, couteau, pierre, jetez-les par la fenêtre, noyez-les, mais tuez des Français. Et ce nouveau profil, un peu le loup solitaire qui fait profil bas jusqu'au dernier moment, c'est ce nouveau type de terrorisme qu'il faut redouter plus que le Daesh en lui-même? Alors, loup solitaire, moi, c'est une expression que je n'emploie pas, parce que loup solitaire, je n'y crois pas. Je n'y crois pas dans le sens où ces gens-là sont forcément embrigadés à un moment ou à un autre, sont suivis, sont formés. Mais n'importe qui peut se revendiquer de Daesh sans même avoir vu personne. Absolument. Aujourd'hui, n'importe qui peut se revendiquer de Daesh. Il y a la revendication et il y a le passage à l'acte.
Alors pour le passage à l'acte, il faut un minimum d'organisation, de connaissances. Et c'est là où la formation de ces gens-là rentre en jeu, où on leur explique comment faire avec les moyens les plus simples. Ça veut dire que Yacine Sali a eu un ordre parti de quelque part? Alors, vous avez deux types d'ordres. Vous avez l'action ciblée où vous dites à un groupe terroriste, voilà, tu tapes tel jour à telle heure sur telle cible. Et puis, vous avez l'action plus large qui est de dire, eh bien, quand l'opportunité se présente, quand tu le juges, eh bien, n'hésite pas à passer à l'action. Bon, je pense qu'on est plutôt, et ça c'est l'enquête qui le dira, je pense qu'on est plutôt dans cette démarche, mais effectivement, il y a une volonté de laisser ces gens-là intervenir quand ils le souhaitent. Mais pour vous, ça ne peut pas arriver, un homme qui décrète un jour qu'il veut faire un attentat sans en être passé par une formation auprès de Daesh en Syrie, en Irak parce que ça paraît oui, possible. mais alors après, vous avez ce que je vais appeler pudiquement peut-être des esprits un peu faibles, qui font que ils regardent vos journaux télévisés, ils écoutent la radio et ils se disent pourquoi pas moi. Ça peut aussi arriver. Alors c'est vrai qu'on traite beaucoup de malades mentaux. Regardez ce qui s'est passé à Tours, ce qui s'est passé à Londres, ce qui s'est passé. On dit voilà, c'est des malades mentaux. Ce sont peut-être des malades mentaux, mais qui ont quand même reçu, je dirais, qui ont perçu un message idéologique et qui se sont dit voilà, je vais apporter ma pierre à l'édifice. La Tunisie, là aussi, indétectable, un étudiant avec une Kalachnikov dans un parasol déguisé en touriste qui arrive sur une plage. Alors la Tunisie, là, on est dans l'horreur absolue avec ses 37 morts, je crois, 38 et maintenant, 38 et plus des blessés qui sont entre la vie et la mort. La Tunisie, c'est encore un autre problème parce qu'elle a des frontières. C'est pas très loin de la Libye, c'est l'Algérie, c'est des frontières assez perméables. On est dans un autre problème. Oui, mais là, c'est un étudiant tunisien. Mais c'est un étudiant tunisien qui a été forcément embrigadé, pris en compte, qui s'est armé. Donc, vous voyez, pour trouver une Kalachnikov, alors, tout le monde dit c'est facile de trouver des armes. C'est pas forcément très compliqué, mais il faut quand même avoir des pistes. C'est ce qui s'est passé pour cet étudiant. Merci beaucoup, Jean Bevalet, consultant en risque sécurité.